Alors bonjour, bonsoir, bon après-midi, bonne nuit, selon votre fuseau horaire et à quelle heure vous écoutez ça, et bienvenue à cet autre épisode de Parole de mon oncle, spécial RPG A Week, numéro 31. Ouais, c'est ça. Ben, d'après ce que je peux voir sur la vidéo à Bruno, c'est le numéro 31. Alors, sans plus tarder, mettre le mini Bruno sur la question, en question, puis on va aller écouter Bruno. Avant de commencer, moi, ça enregistre, là? Oui, oui, ok, c'est bon. Allons, écoutez. Bonjour, Hello. bonsoir, bon après-midi, où Bonsoir. vous soyez dans le monde. À Saint-Hyacinthe. Ici Bruno Tremblay pour le RPG A Week, Ouais. saison 2, 2. épisode 31. Euh, la question va comme suit. Quelle est la longueur parfaite pour un background? Un background, c'est genre le passé d'un personnage. Disons, tu as un concept de personnage, tu fais comme « Ah, cool! Et il y a une phase 2 à la question. Allons l'écouter. Fait en juin. Ce qui amène un deuxième volet à la question. Est-ce que vous êtes plus background écrit ou jouer le background du personnage? Alors, pour répondre à ces questions, hein, parce que ça fait pas mal de questions de poser, bon, on va aller voir des exemples de background de personnages. Parce que j'en ai fait dans mon passé des backgrounds de personnages qui ont été. M'a pogné le premier exemple qui me vient à l'esprit. Ma game de Sprawl avec, avec Christophe et les aventureux. Ça date déjà de 2 ou 3 ans de ça. Alvieux Fern. Oui, Alvieux Fern. Si on se fie juste ici, là, ok, c'est pas si pire comme background. Ok, ouais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quand même pas si pire, hein? Mais j'avais précisé un petit peu plus l'historique. Le vieux Fern, c'est un bonhomme, puis avec raison un peu, là, parce que c'est un bonhomme de 60 ans. Pour moi, je le voyais comme un pilote. Un vieux pilote que, il a roulé sa bosse. Il est né dans voyons. Il est né dans les colonies, dans une colonie sur, voyons, les champs d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Et là, on va l'agrandir un peu pour qu'on puisse le voir, là, parce que c'est difficile, là, un petit peu, là, cet outil. Cet outil, cela, là. Calibine. On va peut-être le réduire parce que c'est moi qui est. Ah, comme ça, peut-être. Bon, au moins, c'est lisible un petit peu si c'est plein écran, là. Donc, oui, c'est quelqu'un qui a vécu, qui est né, puis qui a vécu toute sa vie sur les colonies minières, puis sur Mars, sur Jupiter, en tout cas sur voyons, les lunes de Jupiter, puisqu'on peut pas vivre sur Jupiter. Il a travaillé pendant 40 ans pour Galactic Mining, parce que dans Sprawl, on crée nos propres corporations. Puis ça a été une corporation qu'on a créée. Puis il s'est vu forcé de prendre sa retraite après avoir refusé d'éliminer une communauté de créatures amphibiennes vivant sur Europa dans le but de terraformer l'endroit et d'établir une colonie humaine de luxe. Créatures ressemblant à des mini-baleines humaines. Hey, on va aller... Hein? Ça avait de l'air de ça. On a déjà joué à Guild Wars 2. Ça va peut-être vous pogner quelque chose, hein? Je pense que vous allez reconnaître les Quaggan un peu. Donc, voilà. Je m'étais inspiré de ça pour faire ça. Des créatures qui vivent dans l'eau.
Parce qu'Europa, c'est une planète glacée sous laquelle, sous cette épaisse couche de glace, il y a comme un océan qui recouvre toute la planète. Fait que je m'étais dit, ça serait intéressant qu'il y ait une espèce de civilisation qui se soit développée là, puis que Elvier Fern soit tombé là-dessus. Pour décider finalement, ben moi j'ai. Pourquoi j'ai tuerais, tu sais, c'est un génocide, ça, c'est pas correct ça, faire ça. Fait que il a remis sa décision, sa démission carrément, il a pas fait ça. Par contre, son épouse, Mathurine, est mourante, puis il a besoin de ramasser de l'argent pour payer les frais médicaux de celle-ci. Et c'est pourquoi il s'est fait engager, lui, son vaisseau, qui peut entre autres aller dans l'espace, ainsi que ses bidules, là. Il y avait des bidules et tout, là. Je sais pas si... je sais pas si on peut les voir ici, là. Je pense qu'il y avait des bidules aussi. Je sais pas si montrer, ça monte-tu ça? Non? Interface avec mural. Intime rejeté. Mimi. Ah, montrer ici? Non. Peut-être que en faisant ça. Est-ce que si je fais habituellement, ça marche ça? Ah oui, ça marche. Donc Mimi. Mimi est là. Ça, c'était ça, la petite. Le petit robot papillon, c'était Mimi. Et t'avais Ben, qui était mon gros drone quadripode, qui faisait un gros paquet de dégâts en passant. J'ai pu. Et là, bon, gros background évidemment, hein, tu sais, quelqu'un qui a du vécu, Fern. Là, vous allez me dire, vous allez me demander, ben, est-ce que tu as pu. Tu sais, ça a dû faire un personnage intéressant à vivre. Eh bien, pas vraiment. Je vais vous avouer franchement que c'est un peu une session dans laquelle j'ai trouvé que mon personnage a été, en tout cas le background que j'ai amené, a été un peu laissé de côté. Tout le passé avec Galactic Mining a pas été utilisé du tout. Toute sa mésaventure sur Europa pas été utilisé du tout. Sa relation avec son épouse Mathurine, pour laquelle il doit payer des frais médicaux, pas utilisé du tout. Évidemment, Ben et Mimi ont servi. Ben a été détruit, malheureusement, durant la dernière session, la quatrième. Puis, ouais. En fait, je pense que ça a été la première fois où est-ce que j'ai eu l'impression d'avoir créé un background super intéressant, mais qui a pas été utilisé du tout. Mais pas du tout dans l'histoire. Fait que je me souviens que ça m'avait découragé un petit peu. Un autre exemple de ce genre de background-là que je vous conseille pas de faire. Hein? Puis je blâme pas, je me blâme moi là, okay, là-dedans. Là. Je blâme pas le ou la MJ d'avoir sous-utilisé mon background. Je veux dire, si ça inspire pas, ça inspire pas. Voici ici maintenant pour une partie de Headspace. Un personnage que j'ai créé qui s'appelle Dr. Pauline Coffee. Pour les amateurs de hockey, vous allez peut-être avoir un petit sourire en coin. Qui est une docteure, une doctoresse, non c'est docteur, qui que 40% de son corps est fait de pièces cybernétiques. C'est une médic, carrément. C'est quelqu'un
qui a à cœur de vraiment soigner même les quartiers les plus pauvres. Headspace, c'est encore un peu comme The Sprawl. C'est un jeu dans lequel on vit. Dans celui-là, c'est à Vancouver. Vancouver a été atteint par a eu des trucs pas mal difficiles. Dr. Pauline Coffey, c'était l'inventrice de ce que j'avais appelé une inventeur de WhatsApp, un implant permettant de diagnostiquer via une interface virtuelle de façon précise l'état de santé du patient doté de celui-ci, ainsi que... Oups, une minute, je me suis trompé de Python. Peut-être le baisser un petit peu. Alors, oui. Ainsi que les mots soient physiques ou psychologiques. Donc, pour diagnostiquer de façon très de base, on s'entend, mais quand même, avec évidemment une interface virtuelle selon les préférences du patient. Et également Pauline Coffey, qui est une rafistoleuse à ses temps libres, chez elle a une maison digne d'un épisode de Star Trek là, avec toutes sortes d'affaires là, pour simuler des environnements et tout. Et il y a un robot évidemment que voici qui est avec elle, qui est son assistant virtuel, contrôlé par la pensée via un implant qu'elle a en elle et qui change toutes sortes d'affaires, ambiance sonore, visuelle, température, sécurité, discussion sociale, gna gna gna, toutes sortes de petites affaires. C'est vraiment comme il s'occupe de tout. C'est un peu comme son ami pour quelqu'un que t'as pas d'amis. Pour ceux qui se demandent, c'est ouais, mais ça c'est de la science-fiction. Techniquement, ce n'en est plus. J'ai vu une affaire au Japon qui s'appelle Gatebox. Si jamais ça vous intéresse, vous irez taper Gatebox dans YouTube, dans YouTube ou dans Google, puis allez voir ça. C'est tout en japonais évidemment, donc. Mais vous allez tomber sur des vidéos qui vont. C'est vraiment que c'est comme. Non, c'est là, là. C'est pas le futur, c'est là. Ça s'en vient. Fait que je trouvais ça intéressant d'amener un personnage qui a tout inventé ça, qui a tout fait ça. Et qui, grâce justement à son logiciel puis son implant WhatsApp, est devenu très presque une mini célébrité si on veut au niveau soit des armées qui sont ou des groupes militaires ou paramilitaires, qui soient gouvernementaux ou privés, ou les policiers, parce qu'il y en a beaucoup qui s'en servent maintenant sur le terrain. Donc, qui ont cet implant-là, afin de savoir, ok, ben, t'as une fracture, t'as une blessure, nanana. Fait que, tu sais, t'as... Il y avait même l'invention d'un kiosque PopMed. Tu sais, un gros background de médic, là, tu sais. Combien de sessions j'ai joué à Headspace? 0. Ouais. Je te dirais que Dr. Pauline Coffey, ça a été... comment dirais-je? Une grosse remise en question au niveau du temps et de l'énergie que je dois mettre dans un background. J'en parlerai pas plus. Je vais passer à un autre exemple maintenant. Un exemple que si vous avez suivi les épisodes du RPG A Day, vous allez peut-être... ça va peut-être vous dire quelque chose. Alors, voilà. Et oui, agent SND1/Sandy
Gardez le regard qui tue, hein? Et là, j'ai un background ici qui est, voyons, qui a été, comment dire, background de Numenera qui a été, voyons, pas ratissé, mais c'est résumé. Je cherchais le mot, voyons, pourquoi que je n'étais plus capable de me souvenir du mot résumé. Donc, dans son enfance, a grandi dans la sous-ville de Mullen avec son ami Fernando. Bonjour les fans de ABBA. Hein? C'est de là que j'ai pris le nom. C'est une orpheline. Son surnom, c'est l'ultra-terrestre. Pourquoi? Ben, ça, c'est bien simple. Parce que je pense que j'en avais fait part un peu dans mon background plus étoffé que j'avais mis dans un fichier Word. Oui. Checkez bien ça. Donc, il n'a qu'un très vague souvenir de ses parents qui sont morts alors qu'il n'avait que 3 ans, ne connaît ni son nom ni sa réelle provenance, mais a souvent été surnommé l'ultra-terrestre. Et là, j'ai mis une page 157, Yent. Yent, qui est une ville dans Numenera, je n'irai pas voir dans le livre, là, mais qui est une ville où est-ce qu'il y a un portail vers, tranquille toi, qu'il y a un portail qui mène vers quelque chose d'autre. Donc, une autre dimension, c'est vraiment laissé à la discrétion du MJ et des joueurs autour de la table. Il y en a plusieurs qui disent que c'est l'univers de l'autre jeu de Monte Cook que j'ai ici en quelque part, que je me souviens plus du titre, mais ça n'a pas d'importance. En tout cas, ensuite de ça, elle a survécu comme elle a pu durant son enfance en quémandant et volant. Elle se lie d'amitié avec un garçon de son âge, lui aussi orphelin, nommé Fernando, avec qui elle fait les 400 coups. À l'âge de 16 ans, elle fut recrutée par des militaires au gratté à l'emploi de la banquier. Elle a tout un background de fou, hein? Où est-ce que elle se fait recruter, elle se fait entraîner, elle rentre chez les prêtres Aeon, avec Page, afin de ensuite être à l'emploi de la reine Wenit Saromir pour joindre la Légion masquée avec Page à l'appui. À l'appui, je veux dire. Ensuite, elle marie un certain Marek Naslund, dont le nom de code est MR3K, à 18 ans. Devient spécialiste en tir à l'arc, en furtivité. Devient membre à part entière de la Légion masquée. À 20 ans, non, là, elle se marie sous le nom de Sandy Naslund, puis donne la naissance à son fils Simon. 24 ans, part dans une mission secrète classée sous le nom de Projet Rubicon, que je laissais complètement à la discrétion de l'AMJ, impliquant son mari et son fils aussi. Hein? C'était secret par contre. Puis ceux-ci sont engloutis par le vent de fer, avec Page à l'appui, pour expliquer c'est quoi le vent de fer. Puis, par la suite, elle se jure de passer le reste de sa vie afin d'étudier le vent de fer et de le détruire, parce que quand un être vivant se faisant engloutir le vent de fer, cet être-là devenait quelque chose d'autre. Devenait une espèce de robot, une autre entité en fait. Le vent de fer te transformait complètement. C'est un petit peu comme s'il te tuait, puis il amenait une autre entité à ta place qui est robotique. Alors, elle a perdu son mari et son fils. Elle a vu ça elle-même, qui était ailleurs, au niveau de la mission, ailleurs, elle était postée ailleurs. Elle a vu le vent passer et prendre son fils et son mari. Elle tente de s'enfuir par après parce qu'elle a perdu toute confiance, toute sa loyauté envers sa reine puis l'organisation, la Légion masquée. Par contre, elle est rattrapée et perd connaissance. Elle se réveille 40 ans plus tard, au moment où est-ce qu'on commence à jouer.
dans un sarcophage cryogénique à l'intérieur d'une base du reliquaire rêveur de Dynafel, avec page à l'appui, qui est une petite localité près de Mullen, dans laquelle il y avait justement cette petite, ce groupuscule, cette organisation-là. J'étais là comme ça, ben ça serait intéressant justement que, vu qu'eux autres, tu sais, ils s'en vont, ils prennent les vieilles recherches de la reine, puis ils essayent d'en savoir plus sur le vent de fer. Ça serait intéressant qu'elle se réveille là, puis de les mettre en scène. Son ami d'enfance, Fernando, ça donne qu'il est maintenant un des frères d'eux autres. Elle ne semble pas avoir vieilli, mis à part une petite mèche de cheveux blancs. Parce que, bien sûr, quand on regarde la photo que je vais vous montrer là, hein, on peut voir la mèche de cheveux blancs ici, en question. Bien sûr. Donc, par la suite, hein, elle s'enfuit, puis elle s'en va dans le sud, c'est-à-dire vers le désert froid de Matunis, là, avec page à la pluie, puis bon, vous pouvez aller chercher une map du 7e monde, non, du 9e monde de Numenera pour savoir où est-ce que ça en allait. Elle s'en va dans la ville de Nihilèche, finalement, avec page à l'appui, où elle s'engage comme garde du corps, / mercenaire, / escorte, parce que, évidemment, il y avait toute une section de sexualité dans Numenera. Je vais l'aborder un peu, mais pas trop. Je ne vais pas non plus centrer mon personnage là-dessus, mais je me disais que, afin de survivre, pourquoi pas qu'elle ait fait ça un petit peu, sans pour autant mettre totalement l'emphase là-dessus. Je trouvais que ça apportait une espèce de note intéressante au personnage, mais sans plus. C'est juste bon, elle a fait ça, mais c'était plus pour survivre que pour autre chose. Donc maintenant, c'est là qu'elle devient mutante, parce que à Nihilèche, les habitants sont... À Nihilèche, excusez. Les habitants sont pour la plupart des mutants. Donc, son mécène lui demande de devenir mutante. Et comme, sais-tu quoi, why not? Modifie son corps, se fait poser un deltaplane au niveau de ses omoplates dans le dos. Sa peau change de couleur, devient une couleur bleutée. Elle peut maintenant se camoufler un peu comme un caméléon. Donc, elle obtient cette capacité-là de mutant. Puis, 3 ans plus tard, son mécène était devenu passionnément amoureux. Mais elle n'avait pas oublié ce qu'elle voulait au début, c'est-à-dire prendre sa revanche sur le vent de fer et trouver les plus de trucs par rapport à ce vent de fer-là, afin de venger son mari et son fils. Donc, elle décide de partir à l'aventure. Son mécène, complètement fou amoureux, dit comme « Ok, je vais te laisser partir, mais je t'offre une armure. » Et ça, c'est quelque chose que la MJ m'avait laissé. Une armure faite d'un alliage de Shurn et de Strong Glass. Je trouvais ça intéressant de Shurn parce que ça faisait pas partie nécessairement des qualités d'armure qu'il y avait dans le livre qui sont offertes. Mais le Shurn faisait... c'était un matériel qui faisait partie intégrante de Nihilèche. À peu près n'importe quoi était fait en Shurn. On ne savait pas c'était quoi le Shurn. Personne ne sait vraiment c'est quoi. Mais il y a une machine quelconque qui produit cette espèce de matériel-là qui est super solide, mais qui est quand même assez léger. Fait que je trouvais ça intéressant. Je l'ai proposé à la MJ. Elle a été d'accord que je fasse... que j'obtienne, de par mon mécène, tranquille toi,
de par mon mécène, une armure en churn et en strong glass, là, un petit peu, là, pour certains, il y a des espèces de, des fenêtres là, pour taper les affaires, l'ordinateur intégré, blablabla, tout ça. T'sais. Donc, elle est quand même recherchée par les prêtres Aeon du reliquaire rêveur qui l'avait dans un sarcophage cryogénique pendant 40 ans, hein, parce que c'est elle qui se rapproche le plus du projet Rubicon, donc des recherches sur le vent de fer et sur les rêves de la reine Winnet Saromir. Alors elle est recherchée activement par les prêtres Aeon afin de lui laver le cerveau et de la réintégrer dans son sarcophage cryogénique à Dynafel. Fin du background, début de la session 1. Vous allez me dire comme, mon Dieu Seigneur, on disait que vous avez, c'est quelqu'un qui a vécu une campagne complète. Oui. Oui, carrément. Et combien de sessions j'ai fait avec ce personnage-là? Une. Ouais. Avec les 3 exemples que je viens de vous donner là, je pense que vous avez un peu mon opinion sur les backgrounds. C'est-à-dire, moi je l'ai appris un petit peu sur le tas, à la dure, que faire un background trop étoffé, bien souvent, ça sert à rien. Oui, ça crée des personnages qui sont intéressants en soi. Oui, ça peut donner du jus au MJ ou à la MJ en question, qui est là, puis qui fait une histoire, puis qui s'inspire justement de ce que les joueurs ou les joueuses lui amènent. Mais quand tu te rends compte, après tout ça, que tu as passé bien souvent peut-être une semaine à réfléchir à des... parce que moi, bien sûr, de la façon que je fonctionne, c'est que je veux avoir telle affaire, tu sais. Ah ben moi, je veux qu'elle soit une, comme c'est écrit ici, je veux qu'elle soit une mutante, Jack, qui porte un carquois. Donc, carquois et flèche, qui peut être caméléon, qui peut planer dans les airs. C'est bien beau tout ça, mais tu sais, il faut que tu expliques pourquoi. Ben là, j'étais là comme, ok, ben ça prend quand même quelqu'un qui a quelque chose, une histoire, un historique solide pour pouvoir expliquer ça. Fait que, tu sais, j'ai pensé comme, ah oui, mais là, tu sais, c'est là que, tu sais, après ça, j'ai toutes sortes d'idées, là. J'ai plein d'idées en tête. Je suis là comme, ok, ça serait intéressant que ce soit ça. Ça expliquerait telle affaire. Ça expliquerait le fait qu'elle est devenue mutante. Ça expliquerait le fait qu'elle est une spécialiste en furtivité, qu'elle peut se camoufler même. Ça expliquerait le fait que, tu sais, maintenant, au départ, elle était une... elle a ces aptitudes-là d'espèce d'agent secret, ainsi de suite, qu'elle a développé avec le temps. J'ai même été... Je regarde l'image, elle a une cicatrice là dans la face. Je me suis dit, avec un gros masque, pourquoi? Ben, c'est parce qu'elle a plein de cicatrices dans la face, puis elle veut cacher ça autant que possible. Et c'est pourquoi elle porte son masque. Il y a cette cicatrice-là qu'elle a ici, que bon, elle cache pas, mais je m'inspire bien souvent de la photo pour faire du background. Mais c'est là que tu te rends compte que tout ce temps-là que tu as passé à créer dans ta tête le personnage, puis à l'inscrire sur papier ou dans une fiche Roll20, ben après ça, si tu t'en sers juste pour une session, 2 sessions, bon, dans le cas de le vieux Fern, ça a été 4 sessions, mais
il y a techniquement absolument rien de ce que j'ai amené de mon background qui a été utilisé dans la partie, ben tu te poses la question, ça donne quoi d'étoffer un gros background comme ça d'abord? Fait que, pour répondre maintenant à la deuxième section de la question de Bruno, qu'est-ce que je préfère, d'avoir un background écrit ou un background fait en groupe? Je te dirais que c'est quand même un mix des deux. Je vais te dire pourquoi. Pour moi, le background idéal, là, c'est le background qu'on a dans... voyons, attends un peu, là. Ça, je vais amener ça comme ça. Parce que j'aime ça vous montrer des exemples, moi, tant qu'à parler, là. Hein? C'est le background qu'on a dans les PBTA, bien souvent. Pourquoi? Parce que c'est des backgrounds que l'on... premièrement, qu'on crée ensemble, mais surtout que ben, ça reste assez simple. Bon, là, il y a toute la section quand notre équipe s'est réunie pour la première fois. On va laisser faire ça, parce que ça, c'est vraiment le bout qu'on crée ensemble. Voici le bout que moi, je vais créer de mon côté. OK, je vais prendre ici Vera Moretti Nucleose. Qui est, bon, peut-être un scoop pour les gens qui ne le savent pas, mais pour les prochaines parties de Masks, maintenant, elle n'est plus une brute, elle est une enduring. Bon, j'ai traduit ça par persistante, là. Je ne sais pas si jamais le livret est traduit, il va être traduit ainsi, mais à mon avis, ça serait la traduction idéale pour enduring. Donc, bon, déjà, tu as en quelques phrases c'est quoi être une enduring ou ton livret. Il y en avait une pour la brute auparavant. L'âge non super-héros, non civil. Moi, j'aime ça bien souvent mettre une chanson préférée pour juste. C'est pas obligé, c'est pas demandé dans le livret, mais moi, j'aime ça juste. Comme, ok, il y a une partie impromptue ce soir. J'ai besoin de me remettre dans le mode du personnage. Bon, ben voilà, j'ai une chanson préférée. Ça dure 4-5 minutes. Je vais écouter ça pendant que je me fais un café. Puis, ça va me remettre tout de suite dans le mode du personnage, comment est-ce qu'il est. Bon, son père, sa mère, encore là, ça, c'est pas dans le livret, mais je le mets pour référence future. Son apparence. Femme latino, main meurtrie, tenue décontractée. Avant, il n'avait pas de costume, mais là, il a un nouveau costume de super-héroïne que voici. Il est là. Le costume avec l'espèce de casque, si on veut, qui vient avec. Ses pouvoirs de super-héroïne. Son ancienne vie, hein? Avant elle avait quelque chose, donc avant que je perde mes pouvoirs, j'avais une carrière de super-héroïne couronnée de succès, en effet. Hein? J'ai envoyé avec l'aide d'autres personnes, mais c'est quand même moi qui ai fait l'explosion atomique dans le ciel. J'ai renvoyé une baleine cosmique dans une autre dimension. Baleine cosmique géante. Et c'est ça ici, là. Regardez, l'histoire. C'est vraiment là qui est le background, en fait. T'as 5 questions. Quels étaient tes pouvoirs et d'où venaient-ils? Une force surhumaine nucléaire ambulante obtenue suite à un accident de voiture avec une cargaison de produits chimiques radioactifs. Une petite phrase, ça explique c'était quoi mes pouvoirs, d'où ils venaient, comment les as-tu perdus suite à une rencontre avec la mort, as known as, a.k.a. Derkan, qui est ici. On voit là, hein? La mort incarnée. Le mot t'a dit pas fin. Qui, en dehors de l'équipe, t'a permis de faire en sorte qu'on te considère toujours une super-héroïne? La docteure Zaida Amari, qui est là, qui m'a aidé. Qu'est-ce qui te motive à continuer? Ne pas perdre la face devant Roar, ni perdre son amour. Et avoir une opportunité de faire payer la mort pour avoir osé entrer chez moi et donner le cancer à mon père. Et pourquoi l'équipe a-t-elle de l'importance pour toi? Je ne me suis jamais senti aussi moi que lorsque j'étais avec eux. Une super-héroïne,
Sans ça, je ne suis plus rien. Donc, vous voyez, 5 lignes et ça décrit parfaitement le personnage avant la première session qu'on va jouer de la saison numéro 2 de Paradox. La saison numéro 3 de Masque des Aventureux. Mais, bon. Et c'est tout. Et à mon avis, là, juste, tu réponds à 5 lignes comme ça, là, 5 questions par rapport à ton histoire, c'est en masse. Pour commencer, c'est bien en masse pour commencer la première session. Les gros backgrounds maintenant à la Olivier Fern ou à la Pauline Coffey ou à la SND1, agent SND1 Sandy Naslund. Moi, c'est terminé. C'est fini, j'en veux plus de ça. Moi, ça m'intéresse plus. Moi, ce que je veux maintenant, c'est plus avoir à vivre ce sentiment-là d'avoir créé quelque chose de super intéressant pendant une semaine, d'avoir mis ça sur papier, puis de me rendre compte que il n'y a rien de ça qui est utilisé, ou il y a juste 10% ou 15% ou 20% de ce que j'ai créé qui est utilisé. À la place, regarde, je réponds à 5 questions. En bout de ligne, c'est pas mal tout ce que j'ai de besoin. Pour ce qui est du reste, oui, dans les PBTA maintenant, il y a des questions comme ici dans Masque, quand notre équipe s'est réunie pour la première fois pour dire, au moins commencer une accroche là, à la session 1, mais sinon, juste ça, là, juste ces 5 questions-là pour bien répondre, pour bien cerner le personnage, c'est en masse. 5 lignes en masse. C'est pas, maximum une page. Non, pour moi, là, une page, c'est déjà trop. Et vous l'avez vu, là, je parle par expérience. Parce que j'étais ce genre de joueur-là, à créer des backgrounds extraordinaires avec lesquels j'aurais pu créer, juste faire une histoire en soi, que ce soit un roman ou peut-être une nouvelle là, dans un magazine, à quelque part, ou peu importe. À la place, là, on est là pour faire juste jouer des jeux de rôle. Laisse faire ton histoire, là. C'est peut-être très bien, là, mais les chances qu'elle soit pas utilisée du tout, ton histoire, c'est peut-être une chance sur... En fait, c'est peut-être comme 3 chances sur 4. Fait que... Ouais. 5 lignes. C'est bien en masse. Fait que, ouais, pour répondre vraiment à la deuxième partie de ta question, Bruno, je te dirais que y a ce bout-là vraiment du passé du personnage que je te dirais que ça, je préfère l'écrire avant. Et ensuite, d'arriver ensemble, je présente ces 5 lignes-là. Puis ensuite, on établit des liens entre nous autres. Moi, c'est vraiment ce que je préfère faire maintenant. Parce que, ça m'enlève tout j'ai une préparation d'une semaine pour un personnage que je vais utiliser pour une session. Et aussi parce que, en partant, on va pouvoir s'asseoir et établir des liens pour pouvoir avoir une cohésion de groupe avec les personnages qui sont là. Donc, c'était ma réponse à la question numéro 30 et 1. J'ai failli pas dire le 1. Du RPG a Week! Avec les liens dans le doobly-doo, bien sûr. Alors, je vous invite à aller voir la réponse de Bruno, regarder la réponse des autres aussi, si ça vous intéresse, et bien sûr, d'y participer. Comment faire? C'est simple. Faites juste, soit aller voir les vidéos de Bruno, ou encore, je vais essayer de mettre parce qu'il y a Erwick qui a mis le lien sur le Discord des aventureux. Là, il fait une liste de toutes les questions du RPG Week.
Donc, où on en est, là, c'est pas grave si... ouais, mais là, vous êtes à la question numéro 31 de la saison 2. C'est un peu comme Doctor Who, là. Vous commencez quand vous voulez. Puis c'est pas grave. Vous répondez aux questions que vous voulez. Vous n'êtes pas obligé de répondre à toutes les questions. Si jamais vous avez manqué une semaine, c'est pas grave. Vous pouvez soit vous reprendre ou simplement passer à la question si elle vous inspire pas. C'est tout. Puis il n'y a personne qui va vous en vouloir. Vous pouvez répondre par vidéo, par audio, euh, par, euh, par tweet, message Facebook, ou simplement répondre dans les commentaires de la vidéo de Bruno. Vous pouvez faire ça aussi. Puis c'est ça. Il y a plusieurs façons. En fait, vous prenez la façon qui vous tente le plus. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. Calez, bisous. Tourlou.